Non, ça c'est la correction. Bah, de toute façon, oui, on va mettre la correction en tant qu'affaire. Chat. Surtout, n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à intervenir via le chat aussi, hein. Voilà. Hop, très bien. Je reprends les messages. Pareil pour le 5. Oui, alors, ok, très bien. Ça marche. Alors le 5, donc on a une application, donc F. Ah non, je l'ai pas mise, Mathilde, encore. Je l'ai pas mise. Bah, j'attends de voir jusque où on va et ensuite je vous la mets. Ok? Donc je vous mettrai 5 et 6. J'ai oublié, j'ai tout corrigé là sur ma feuille, j'ai pas envie de tout vous envoyer d'un coup, quoi. Je vous envoie 5 et 6, promis. Donc, pour revenir sur le 5. Alors, je pense que le début a été quand même, ça a dû aller, c'est la suite qui est plus difficile. Alors, donc, on a une application linéaire de E dans E, donc potentiellement un endomorphisme, enfin, si elle est justement linéaire. Et on vous dit de calculer f de la somme des q puissance k, donc pour un polynôme q de degré n. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'application f est effectivement linéaire. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé hier, c'est-à-dire que pour démontrer qu'elle est linéaire, soit vous vérifiez, comme je dis, à la main, à la papa, là, vous prenez une combinaison linéaire et puis on regarde, soit directement, vous dites que l'application qui a P associe P' est linéaire, et donc, bah, l'application qui a P associe P, c'est l'identité, qui est une application linéaire. Donc, directement, vous pouvez dire f est linéaire comme somme d'applications linéaires. Voilà où j'ai mis somme. Bon, j'aurais pu mettre combinaison linéaire parce qu'il y a une fois l'identité et moins une fois l'application qui est ici. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut traiter aussi la linéarité comme ça, proprement, puis assez rapidement. Et du coup, c'est quand même plus intéressant ici parce qu'en fait, on a une réflexion où on est en train de... Les objets qu'on considère sont des applications linéaires. Donc là, on travaille dans l'espace L de E. L'espace L de E des applications linéaires, avec un L arrondi. Voilà. Alors après la question, donc une fois qu'on a dit qu'elle est linéaire, parce qu'il faut quand même le dire, hein, voilà, si la question n'est pas posée, dites-le. D'accord? Vous vous assurez qu'on a bien une application linéaire. Donc après, fallait calculer l'image de la somme des dérivées km de k, hein. Pensez bien, dès qu'il y a des parenthèses, c'est les dérivées. Donc bah, l'image de la somme, c'est la somme des images, puisqu'elle est linéaire. Ensuite, la dérivée km de k, donc bah, par la définition de f, c'est la dérivée km de q, pardon, la dérivée km de q, c'est la dérivée km de q moins sa dérivée. Quand on dérive k fois, bah, quand on dérive finalement k plus une fois. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une somme télescopique. Et donc là, bon, bah, j'ai télescopé rapidement, hein. Et donc, quand on a k égale 0 ici, donc on a q. Et le dernier, c'est la dérivée n plus unième. Oui, mais le polynôme q, ici, il est dans E. Et E, c'est Rn de x. Donc, quand on dérive n plus une fois un polynôme de degré O plus n, on trouve 0. Donc voilà, ça il fallait y penser, c'était peut-être une petite difficulté, je sais pas. Et donc on trouvait Q. Donc là, voilà, j'ai rappelé parce que le degré de Q est inférieur ou égal à n, donc la dérivée A c'est n plus 1 ici, il faudra que je corrige. N plus 1 de Q est égal à 0. Je pense que cette partie-là, ça a été. Je me trompe ou pas? Ah, c'est bon ici. C'est bon ici? Ouais, ça l'est. Ouais, c'est le problème, c'est Ouais, l'automorphisme, c'est ça, j'imagine. oui, déjà. Je sais pas trop. Oui, Alors, carrément. carrément, d'accord. Alors, on prend l'automorphisme. Alors, vous allez voir, on va traiter ça presque par le mépris. Alors, l'application, il faut juste bien connaître le cours. L'application F, c'est une application qui est un endomorphisme.
C'est un endomorphisme et on est en dimension finie. Et donc, en dimension finie, il y a quelque chose qui est fantastique pour les applications linéaires, c'est que on a l'équivalence entre injectivité, bijectivité et surjectivité. Donc en fait, pour démontrer que c'est un automorphisme, donc un automorphisme c'est un endomorphisme, bon bah ça c'est gagné, on sait qu'on va bien de E dans E, mais un automorphisme c'est donc premièrement un endomorphisme, ça c'est bon, et deuxièmement une application linéaire bijective. Et donc pour démontrer le caractère bijectif, puisqu'on est en dimension finie, il suffit de seulement regarder soit l'injectivité, soit la surjectivité. Alors, très souvent, j'ai dit, c'est bien de regarder l'injectivité, parce que le noyau, c'est assez facile à calculer. Je pense que vous vous en êtes rendu compte que c'est plutôt agréable de regarder le noyau que l'image. Mais là, il y avait quand même une question avant. Alors, qu'est-ce que c'est la question avant, elle dit quoi? Bah, elle dit que, en fait, si on prend un polynôme Q quelconque, on est capable de calculer avec f l'image donc par f d'un certain polynôme, puisque ça c'est une combinaison linéaire de polynômes. Donc on calcule l'image d'une combinaison linéaire de polynômes et on tombe sur Q. Donc en fait, ce qu'on a démontré dans la remarque ici, bah, c'est que si on se donne un polynôme Q, on peut en trouver un antécédent. La somme là des QK, des Q dérivés K fois, c'est un antécédent puisque f de ce polynôme donne le polynôme Q. Donc c'est ce que je dis ici, d'après la remarque, si Q est dans E, bah, il existe un Q0 tel que Q égale f de Q0. Et pour cela, donc il suffit de poser, bah, Q0 c'est la somme des dérivés Km de Q. Donc petit f est surjective, et d'après la remarque, puisqu'on est en dimension finie, surjective implique bijective, donc automorphisme. Des questions peut-être, ou est-ce que c'est clair? Mathilde, ouais, merci de répondre. Monsieur, Oui? j'ai une question. J'ai du mal à voir la différence entre un automorphisme et un endomorphisme. D'accord. Alors, l'important dans automorphisme, donc un automorphisme, c'est D'accord. un endomorphisme particulier, et un automorphisme, c'est un endomorphisme qui est en plus bijectif. Donc, si on a une application linéaire d'un espace vers lui-même, c'est un endomorphisme. Si en plus cette application est bijective, alors c'est un automorphisme. C'est bon, Eric? Ça va, Oui, Eric? très bien, merci beaucoup. Ouais, ok. Bah oui, ça va. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler, je crois. Moi, j'avais une question sur. Vous m'entendez? Oui, 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 je t'entends. Est-ce qu'on aurait pu trouver la réciproque? Et est-ce que la réciproque, c'est justement la somme des dérivés Km? Ah, l'application réciproque, Oui, c'est-à-dire f-1 en fait. parce Euh, que, parce qu'en fait, comme on a f rond quelque chose qui nous donne l'identité, et ben si on trouve l'application réciproque, directement c'est un endomorphisme, automorphisme. oui, 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 si on trouve l'application réciproque, ça permet de prouver qu'elle est bijective en fait. Euh, alors, je réfléchis parce que je me suis pas posé la question, tout simplement parce qu'effectivement, je sais que pour les automorphismes, en dimension finie, il suffisait de prouver l'injectivité et la surjectivité, donc je me suis juste concentré là-dessus. Alors, je réfléchis. Donc, oui, alors effectivement, parce que a priori, à partir de la somme des dérivés km de q, elle a pour image petit f, mais si à q on associe la somme des dérivés km de q, on va retomber sur nos pieds. Donc en fait, effectivement, alors je peux l'écrire, si on pose g
c'est l'application qui à Q associe, je tente d'écrire, hein, je vais y arriver. Si à Q on associe la somme, donc pour K égale 0 jusqu'à n des Q puissance, enfin dérivée K fois, donc si on fait ça, et dans ces cas-là, on a G rond F égale l'identité de E. Et donc dans ces cas-là, on a le fait que l'application est bijective, puisqu'on sait dans ces cas-là que ça, par exemple, ça va impliquer le fait que donc, la première est injective, donc F est injective, ou que G est surjective, et je pense qu'on doit pouvoir vérifier que F rond G aussi, c'est l'identité de E. Dans l'autre sens, ça marche bien. Ouais. Et du coup, j'avais une deuxième question, voilà, c'était là-dessus. Est-ce que l'inversibilité à droite serait suffisante? Ou alors il faut vérifier qu'on a aussi, Oui. qu'on obtient aussi l'identité à gauche. Alors justement, pour les applications linéaires en dimension finie, je dis bien en dimension finie, j'écris en dimension finie, eh bien, si on a G rond F qui est égal à l'identité de E, dans ces cas-là, ça implique que G et F sont bijectives. Alors pourquoi? Parce que on a vu nous que G rond F égale l'identité. Ça implique que F est injective et que G est surjective. Rappelez-vous, il y avait des résultats qui donnaient ça. Donc si F est injective, puisqu'on est en dimension finie, bah, c'est toujours pareil. Si elle est injective, alors elle est surjective et bijective. C'est toujours grâce à la dimension finie. Mais attention, c'est seulement en dimension finie. Après, je vous rassure, en algèbre, on va énormément travailler en dimension finie. Voilà. D'autres questions ou pas? Non, c'est bon? Ok, merci Mathilde. Alors, le 6. Dans ces cas-là, hop, je passe au 6. Voilà. Donc, l'application phi qui va de E dans R2 à F, on associe F de 1, F de 2, il faut montrer que phi est linéaire. Bon, bah là, je l'ai fait à la main. On aurait pu dire que à F, on associe F de 1, et là, c'est l'évaluation. L'évaluation est linéaire. De même, à F, on associe F de 2, l'évaluation est linéaire. Et puis là, on a une et puis on a un couple d'applications linéaires. On pourrait dire que c'est linéaire comme ça. Bon. Sinon, bon, j'ai hésité à l'expliquer comme ça parce que c'est pas hyper clair l'histoire du couple là. Mais bon, on peut dire que l'évaluation est linéaire, donc phi est linéaire. Bon, sinon, on le fait à la main, on prend lambda et f dans E. Donc E, hein, c'est les applications, toutes les fonctions hein, de R dans R. Voilà, toutes les fonctions. Et donc, phi de lambda f plus mu g, bah, par définition, c'est lambda f plus mu g évalué en 1 et lambda f plus mu g évalué en 2. C'est un couple. Donc lambda f plus mu g évalué en A, c'est lambda fois f de 1 plus mu fois g de 1, bon pareil en 2. Et puis bon bah on a du lambda ici, du lambda là. Donc notre couple ici, on va le décomposer en une somme de deux couples. Et puis dans ces cas-là, on va pouvoir sortir le lambda. Enfin bon, ça donne lambda f de 1 plus lambda f de 1 f de 2 plus mu g de 1 g de 2. Voilà ici. Et donc ça, c'est bien lambda grand phi de f plus mu grand phi de g. Normalement, ça devrait aller, je pense, pour la linéarité. Ça a été la question 1? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, la difficulté, tant mieux, hein, c'est évidemment la suite. Alors, pas tout de suite quand même. Donc, grand A, c'est l'ensemble de toutes les fonctions affines de R dans R. Donc, les fonctions grand A, donc c'est les fonctions f qui à x donc associe, hop, 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 je vais l'écrire comme ça, donc à x plus b. Donc c'est ça, grand A. Hein. Donc il faut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de E, donc un sous-espace vectoriel des fonctions.
et puis après que la restriction de phi à A est un isomorphisme. Donc là c'est un peu moins clair, hein, enfin un peu moins simple. Donc grand A est non vide, bah, pourquoi? Bah, parce que l'application nulle est une application affine. Et puis après, pour montrer que grand A est un espace vectoriel, donc j'ai pris deux applications affines, F et G. Donc si F est affine, bah, je dis F c'est l'application qui a X associé à X plus B. Et puis G elle est affine, donc c'est l'application qui a X associé à X plus B'. Voilà. Et donc, si on prend lambda et mu, donc je dis bah, lambda f, c'est l'application qui a x associe lambda ax plus lambda b, donc elle est affine. Donc on a bien stabilité par multiplication par un scalaire. Je trouve que là c'est plus facile de le faire comme ça. Et puis l'application f plus g à x, elle associe a plus a' x plus b'. Donc là on a bien stabilité par addition. Là, pour une fois, je trouvais que c'était un peu plus agréable de séparer la stabilité par multiplication externe et stabilité par addition, plutôt que de faire directement une combinaison linéaire. Voilà, et donc grand A est bien un sous-espace vectoriel de A. Bon, je pense que jusque-là, c'est pareil, hein. La linéarité ou démontrer qu'on a un sous-espace vectoriel, ça va normalement. Alors, maintenant, il faudrait considérer donc, la restriction de phi à A. Il faut démontrer que c'est un isomorphisme. Alors, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc, on parle de cette application qui est ici, là. Attendez, tiens, j'ai un truc là, je pense que... non, c'est pas ça. Je peux vous faire un petit encadré. Annotate, voilà. Voilà. Donc, on part de l'application phi. Voilà, elle est ici. Et de la restriction de phi à A qui est ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'on considère l'application phi, mais maintenant, comme on restreint à A, ça veut dire que petit f, c'est forcément, ce n'est qu'une, enfin, ça ne peut être qu'une application linéaire. Alors, la restriction d'une application linéaire, bah, elle est toujours linéaire, il n'y a pas de souci, hein, il faut quand même le préciser. Donc il faut démontrer que la restriction de phi à A est un isomorphisme, donc un isomorphisme, c'est une application linéaire bijective. Voilà. Alors là, c'est pas un automorphisme parce que les espaces de départ et d'arrivée sont différents, donc c'est seulement un isomorphisme. Donc, comme c'est la restriction d'une application linéaire, elle est linéaire. C'est juste que au lieu de prendre n'importe quel f et g dans... qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure pour la linéarité? Voilà, ici. Pour montrer que grand phi était linéaire, on avait pris n'importe quel f et g dans grand E. Bah, si c'est vrai pour tout f et g de grand E, c'est vrai pour tout f et g de grand A, ce qu'on a fait ici pour la linéarité. Donc, elle est toujours linéaire. Bon, ça c'est acquis, c'est pas très compliqué. Maintenant, je dis, oui, la difficulté, c'est de montrer que c'est une application bijective. Alors, une fois de plus, je me dis, si on travaille en dimension finie, c'est beaucoup plus simple de démontrer la bijectivité, parce que dans ces cas-là, il suffit de démontrer soit l'injectivité, soit la surjectivité. Donc, je vois qu'il y a une petite erreur en bas, ok. Donc, on peut démontrer que la dimension de A est égale à 2. Alors, pourquoi ça? Bah parce que si elle est bijective, l'application, on va donc on restreint donc l'application à grand A ici, on n'a plus grand E mais grand A, on va vers R2. Et R2 est de dimension 2. Donc, si elle est bijective, c'est que logiquement, on doit avoir grand A de dimension 2. Donc, je dis effectivement, on peut démontrer que grand A est de dimension 2, parce que grand A, donc, pour démontrer qu'il est de dimension 2, eh bien, on va l'écrire comme donc, on va en trouver une base qui contient deux vecteurs. Alors, une base de grand A, c'est donc une famille libre et génératrice d'applications linéaires. Donc, il faut trouver deux applications linéaires. Alors F1, alors c'est pas un point d'interrogation, là c'est un 2 points, hein, qui a x associé x. Et puis je dis F2 qui a x associé 1. Bah, si vous regardez bien, en fait, ces deux applications là, linéaires, affines, correspondent, j'ai mis entre parenthèses, aux deux premiers vecteurs de la base canonique de R2x. Donc on a deux applications ici linéaires.
pardon, affines, excusez-moi, affines, donc elles sont bien dans grand A. Alors, il faudrait démontrer qu'elles sont libres. Bon, bah, c'est assez facile, hein. Si lambda f1 plus mu f2 égale 0, bah, ça fait lambda x plus mu égale 0. Mais si c'est une application, c'est vrai pour n'importe quel x. Donc, c'est vrai pour x égale 0. Donc, ça fait mu égale 0. Et puis, c'est vrai pour x égale 1. Et ça fait lambda égale 0. Enfin, bon, bref, f1 et f2 sont libres. Donc ainsi, je dis, les espaces de départ et d'arrivée ont la même dimension. Donc ça, c'est bon, c'est rassurant. Et donc il suffit pour avoir un isomorphisme de prouver que la restriction de phi à A est injective ou surjective. Alors, bon, j'aurais dû fermer la parenthèse. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de prouver l'injectivité. Donc on va regarder le noyau de phi restreint à A. Donc c'est l'ensemble des applications affines dont l'image par phi, c'est-à-dire telle que le couple f de 1, f de 2, est égal à 0. Eh bien, on va on va regarder ce noyau. Donc, si phi restreint à si phi restreint à A, donc si f est dedans, dans le noyau de cette application, donc f c'est une application affine. Elle est dans le noyau, donc affine à x, elle associe ax plus b. Elle est dans le noyau, donc f de 1 c'est 0 et f de 2 c'est 0. Donc ça nous fait a plus b égale 0 et 2a plus b égale aussi 0. Tout ça c'est nul. On en déduit par soustraction ou par un gentil système que a égale 0 puis b égale 0. Enfin bref, l'application f, si elle est dans le noyau, c'est 0. Donc phi est injective. Donc, c'est phi restreint à A qui est injective, donc bijective. Et donc du coup, les espaces ont la même dimension. Je reprends ma souris. Les espaces ont la même dimension et donc phi restreint à A est un isomorphisme. Ça va ou pas? Des questions ou pas? Monsieur. Oui? Lorsqu'on prouve la liberté, ça prouve qu'on a deux ensembles de même dimension. La liberté de la famille F1, F2? Oui, on a prouvé la liberté de F1 et F2, c'est pour prouver qu'ils sont de même dimension. Voilà, c'est ça, c'est pour prouver que donc oui, alors je dis je dis libre. Non, oui, j'ai juste parlé à l'oral de la liberté. Sur l'écrit, j'ai dit grand A, c'est vecte de F1, F2. Donc en fait, quand on dit vecte, ça veut dire qu'elle est génératrice. Et en plus, il y a quelqu'un qui doit avoir un bruit de fond. Je ne sais pas si c'est possible de couper, s'il vous plaît. Merci. Et donc, je disais, donc, grand A, c'est vecte de F1, F2. Donc, le fait de dire que c'est vecte, ça veut dire que la famille F1, F2 est génératrice. Et donc, et le fait qu'elle soit libre, bah, ça permet de prouver que c'est une base. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Eric, ou pas? Ah oui, et donc, si c'est une base, on peut prouver qu'ils ont la même dimension. voilà, c'est ça. Si c'est Je une vois pas base, pourquoi. voilà, D'accord. voilà, je dis bien cette dimension 2 car A égale vecte de F1, F2, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Alors, je pense qu'effectivement, là, la difficulté, c'était de comprendre que l'espace des fonctions affines était un espace de dimension 2. C'était implicite dans la question, puisque comme on doit avoir un isomorphisme entre deux espaces, ça signifie que les deux espaces doivent avoir la même dimension. Ça, on a démontré hein, que... Oh putain. Samantha, tu dois avoir tout en bas de ton écran à gauche un petit micro sur lequel tu peux appuyer. Et dans ces cas-là, ça te permet de couper ton son, si tu préfères. Voilà.
Sinon, je ferai un cours particulier pour Samantha pour utiliser Zoom. Voilà. J'ai plus de micro dans... Non, c'est bon, bah voilà, c'est parfait, je crois. Mais c'était peut-être pas Samantha, hein, je sais pas. Bon, donc du coup, je disais, la restriction de phi à A, puisque ça doit être un isomorphisme, donc la restriction de phi A est un automorphisme. Non, c'est pas un automorphisme romain, puisqu'un automorphisme doit partir d'un espace et arriver dans le même espace. Or là, on va de A vers R2. Donc, si on va de A vers R2, ce n'est pas un automorphisme, c'est seulement une application linéaire bijective, donc un isomorphisme. Voilà. Pour avoir un automorphisme, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vocabulaire là. Auto, c'est, enfin, vous pensez, on reste dedans, quoi. Donc auto, ce serait de E dans E ou de R2 dans R2. Mais là, comme c'est pas les mêmes espaces, de toute façon, c'est pas un automorphisme. Donc application linéaire bijective, c'est isomorphisme. Et comme c'est isomorphisme, on doit avoir les mêmes espaces, même dimension d'espace au départ et à l'arrivée. Ça va pour celui-là? Ou encore des questions? Non, c'est plus clair? Ok. Allez, on passe à la question 3. Alors, la question 3, ouais, il y a du boulot. C'est parti. Donc, c'était plus difficile. Ok. Alors, il fallait démontrer que E était égal à A plus quart de phi, et avec plus donc une somme directe. Donc, alors évidemment, il y a toujours dans ces cas-là deux choses à faire, la somme directe et l'égalité. Pour l'égalité, il y a une inclusion qui est évidente, c'est que, là je me suis trompé, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens, elle est évidente, A et quart de phi sont des sous-espaces vectoriels de E. C'est pas ça, pardon. Hop, je vais chercher mon petit stylo. Voilà. Putain, voilà. C'est dans l'autre sens hein, qu'on a le truc là. Putain, voilà. Euh, voilà. Je trouve pas mon stylo, je sais pas où il est. Bon, enfin bref. Voilà. Alors, du coup, donc pour la somme directe, il faut toujours prouver que la somme est directe. Donc d'après la question précédente, euh, la phi a un noyau nul. Euh, à nouveau, c'est phi restreint à A à un noyau nul. Donc je dis phi, oui, phi a un noyau nul si on la restreint à A. Donc ça veut dire que les vecteurs qui sont à la fois dans A et dans quart de phi, c'est seulement le vecteur nul. Phi restreint à A est le vecteur nul, ça veut dire que quels sont les vecteurs qui sont dans le noyau de phi, donc s'ils sont dans le noyau de phi, ils sont dans le noyau de phi restreint à A. Donc ça veut dire qu'en fait c'est des vecteurs, donc des applications, hein, des applications qui sont envoyées sur l'application nulle. Mais si elles sont envoyées sur l'application nulle et qu'elles sont dans A, ça veut dire que on cherche des applications dont l'image par phi est l'application nulle et on parle d'applications affines. Donc les applications, on vient de le voir, affines, comme phi restreint à A pour noyau 0, ça veut dire que seule l'application nulle au singulier a pour image 0 par phi. Donc les applications qui sont à la fois affines et dont l'image par phi c'est 0, c'est seulement l'application nulle. Donc la somme est directe. Oui, Corentin? Vous voulez que je reprenne ce passage-là? Non? Je sais pas, j'entendais Corentin là. Oui, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. Donc, je redis. On veut démontrer que la somme ici est une somme directe. Donc il faut s'intéresser à l'intersection entre A
et quart de phi. Alors, on s'intéresse à l'intersection entre A et quart de phi. Donc, si on prend un élément de l'intersection, il s'agit donc d'une application, parce que phi, je reprends un petit peu, hein, phi, elle est ici, et phi, donc, a une application, elle associe un couple. Donc, je redescends. Ah ouais, il faut faire comme ça. Bon, c'est tout. Attendez, excusez-moi. Ouais, je vais nettoyer, on verra mieux. Voilà. Donc, on s'intéresse à A inter quart de phi. Donc aux applications qui sont à la fois affines et qui sont dans l'image, donc qui ont pour image par phi le vecteur nul. Donc les applications f qui sont dedans, là-dedans. Si une application f est là-dedans, bien, comme elle est dans quart de phi, ça veut dire que phi de f est égal à 0, mais comme elle est dans A, en fait, phi de f, c'est phi restreint à A, appliqué à f. Je peux l'écrire, hein. Donc je vais l'écrire, si f appartient à grand A, non, c'est pas sous-entendu, Charles. Il faut toujours démontrer. Maintenant, quand on doit démontrer ça, ça veut dire qu'il faut à chaque fois, il faut démontrer que la somme est directe. Si on l'a pas démontré avant, il faut le démontrer. On a déjà fait ça 2-3 fois. À chaque fois, il faut le démontrer, hein, ouais. Donc là, on le démontre. Donc je dis si f appartient. Je sais pas si je peux mettre si j'ai un appartient quelque part, si peut-être ici. Si f appartient à grand A. Alors, phi, c'est parfait, phi de f est égal à phi restreinte à grand A de f. Voilà. Si f est dans A, alors phi de f, c'est phi restreinte à A de f. Mais phi restreinte à A de f, bah, et si f est dans quart de phi, ça veut dire que f est dans quart de phi restreinte à A. Et on a vu juste avant que phi restreint à A est bijective. Donc injective en particulier. Et donc, si elle est injective, le noyau s'est restreint à 0. Donc en fait, un vecteur, une application linéaire qui est un vecteur en fait, hein, de l'intersection, c'est le vecteur nul. Donc on a bien une somme directe. Alors maintenant qu'on a une somme directe, il faut démontrer, donc je disais c'est l'autre c'est l'autre inclusion, hein, qui est évidente. Maintenant il faut démontrer. Ouais, je me suis trompé là. Je me suis trompé de sens. Soit f dans E. Les deux là, ils font les inversés, là. Soit f dans E. Donc, pour démontrer que maintenant que on a bien la somme. Donc, on va prendre un élément de E. Et l'idée, c'est de le décomposer comme somme d'un élément de A et d'un élément de quart de phi. Donc, on prend f dans E. Il s'agit de décomposer f en une somme d'une fonction affine et d'une fonction du noyau de phi. Alors, j'ai fait ça par analyse, en fait, analyse synthèse, vous allez voir. Donc, l'idée, c'est, on suppose qu'il existe une telle décomposition. Donc, on suppose que pour f dans E, il existe G et K qui sont respectivement dans G dans A et j'ai pris K dans Ker, comme ça on reconnaît bien que K est dans Ker, tel que f égale G plus K. Donc, on suppose qu'il existe une telle décomposition. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Puisque phi associe à petit f, f de 1, f de 2. On va regarder f de 1. Et donc f de 1, c'est g de 1 plus k de 1. Mais comme k est dans ker de phi, k de 1, ça vaut 0. Donc g de 1 plus k de 1, ça vaut g de 1. Et puis, je termine, puis j'ai vu qu'il y a une question, je réponds. On regarde f de 2 aussi, c'est g de 2 plus k de 2. À nouveau, k est dans le noyau, donc l'image de 2 comme l'image de 1 par k, c'est 0.
Et donc, f de 2 est égal à g de 2. Alors, je termine, puis je reviendrai sur ta question, Nicolas. Et donc, ça veut dire que, de plus, ah oui, donc ça, on a utilisé le fait que K était dans le noyau. Et maintenant, on utilise le fait que G est affine. Donc G à X, elle associe à X plus B. Et donc, eh bien, on va regarder quoi? On va regarder l'image par G de 1 et l'image par G de 2. Donc on va regarder G de 1, mais G de 1, c'est F de 1. Et de même, G de 2, c'est F de 2, ici, aux extrémités. Donc, F de 1, c'est G de 1, mais G de 1, comme on a l'expression ici, on remplace X par 1 et on a A plus B. Et F de 2, c'est G de 2, c'est 2A plus B. Donc en fait, on a A et B, les coefficients de G en fonction de F de 1 et F de 2. On résout, on exprime donc A et B en fonction de F de 1 et de F de 2. Et donc, puisqu'on a ça, ça veut dire que l'application G, ben on n'a pas le choix. Par analyse, on a bien l'unicité ici, c'est-à-dire que on retrouve l'unicité. G, c'est cette fonction-là. Alors vous allez me dire, oui, mais on s'est donné F, on a G. Alors, qui est K? Eh bien, l'idée, elle est là, en fait, c'est de se dire, bah, si F qui est égal à G plus K, on connaît G, bah, K c'est qui? Bah, K, tout simplement, c'est F moins G. Donc, on écrit que F est l'application... Oh là là, excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de fautes, là, je suis désolé. Parce que je commence à être fatigué, moi aussi. Donc, F, c'est l'application qui a X associe... c'est un copier-coller qui est malheureux ici. Donc là, c'est G de X. J'ai recopié ce qui est ici. Donc à F, on associe G de X plus, donc F moins G de X. Donc ici, là, dans la partie là, je vais l'encadrer. En fait, la partie qu'on a là, voilà, je pense que vous pouvez le voir là, maintenant. Ici, ça, eh bien c'est exactement f de x moins g de x. Donc on écrit que f est égal à, donc ça c'est nul, il faut le barrer, voilà. F est égal à g de x qui est ici, c'est la même chose qu'au-dessus, plus f de x moins g de x. Donc g de x, bah, c'est bon, on sait que c'est une application affine. Et le f de x moins g de x, la question c'est est-ce que c'est bien dans le Caire? Ben, normalement, puisque la décomposition doit être unique, on n'a pas le choix, ça doit être dans le Caire. Donc l'analyse fait que nécessairement f est de cette forme-là. Maintenant, on va faire la synthèse, c'est-à-dire que la première partie, la première fonction, celle qui a x associe ceci, donc c'est-à-dire g, elle est bien dans A. Et la fonction qui a x associe mon encadré ici, qui est passé en dessous, c'est pas top ça. Mon encadré, donc c'est-à-dire ceci maintenant, cette fonction-là, est-ce que c'est bien la fonction k? Est-ce qu'elle est bien dans le noyau? Je dis oui, parce que si on prend sa valeur en 1, donc il faut remplacer x par 1, donc ça fait f de 1, moins la grosse parenthèse ici, en remplaçant x par 1, et en fait on va bien trouver 0. Et de même, en 2, ça vaut 0. Donc en fait, cette application-là, elle vaut 0 en 1, 0 en 2. Donc l'image par phi de cette application, c'est bien 0, 0. Donc elle est bien dans le noyau de phi. Donc on a bien vérifié là par la synthèse qu'on avait la décomposition de f en une fonction ici, que je m'arrête au bon endroit, voilà, ici, g qui était affine, et une fonction ici qu'on a appelée k, et qui est dans le noyau de phi. Alors, quart de phi reste au vecteur nul, si et seulement si phi est restreinte à A. Non, je dis pas si et seulement si. Et seulement si phi est restreinte à A. Rien ne nous dit
que Ker est nul lorsque phi n'est pas restreinte à A. Oui, je suis d'accord, Nicolas, pour ta question, mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'était de démontrer que la somme était directe, et la somme est directe, c'est l'intersection, et donc il fallait prendre un vecteur qui était et dans A et dans quart de phi. Voilà pour l'exercice là qui était plus difficile. Je quitte